en visio. Première table ronde après-midi. Quand même là, ça fait très fort capitaine avec son choix. Ça fait bien blogueur, militant souverainiste. Alors Cyril Touneau aussi, applaudissez-le. Professeur, historien de droit, agrégé de faculté de droit. Et évidemment, capitaine Alexandre Durin-Brunet avec nous. Tiens, je vais poser la première question à un avocat. Est-ce que nous ne sommes pas sortis de cet état de droit, justement? Je réponds. Oui, oui, bah oui. Bonjour, et ça fait plaisir de vous voir tous ici, ça fait chaud au cœur. Est-ce que nous sommes sortis de l'état de droit? Alors pour répondre à cette question, je vais rebondir sur une question qui a été posée par une dame qui dit mes petits-enfants vont être dans l'obligation de se faire vacciner. Cette perspective me fait horreur. Qu'est-ce que je peux faire? D'abord, c'est vrai que c'est une question centrale parce qu'on touche à quelque chose de sacré, enfin qui était réputé jusqu'à présent sacré. C'était peut-être la dernière chose qui était sacrée en France, c'était l'enfant. Et tout à coup, on nous dit, on sait que les enfants ne risquent pas grand-chose, les enfants en bonne santé ne risquent pas grand-chose. Cette maladie a une particularité extraordinaire par rapport à, par exemple, la grippe de 1958-59, qui frappait particulièrement les enfants. Eh bien, cette épidémie de Covid épargne les enfants. Les enfants ne sont pas concernés, même s'ils ont le Covid, les petits-enfants l'ont eu, ça s'est traduit par une sorte de petit rhume, et puis c'est tout, quoi. Ils n'ont rigoureusement rien eu. Alors, ils ont eu de la chance de l'avoir, puisque ça leur a donné la possibilité de bénéficier d'un délai de 6-7 mois pour échapper à cette vaccination. Donc voilà, des enfants qui ne risquent rien, et on justifie le fait de les faire vacciner par le fait qu'ils mettraient en péril les anciens, la grand-mère ou le grand-père qui serait diabétique ou obèse, etc. Et donc pour la première fois, je crois, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis le geste d'Abraham, parce qu'on se souvient tous du non-sacrifice d'Isaac, c'est quelque chose de très célèbre. Abraham reçoit l'ordre de prendre son fils unique, de l'amener sur une colline et de le sacrifier à son Dieu. Et puis au moment où Abraham va pour sacrifier l'enfant, Dieu retient son bras et lui dit non, voilà, c'est fini, il ne faut plus tuer, je ne veux plus, je suis un Dieu qui n'exige plus le sacrifice humain. À partir de cette époque, s'ouvre une nouvelle ère, l'ère où on ne sacrifie plus les humains. Le sacrifice humain n'est plus demandé. Et puis tout à coup, aujourd'hui, on nous dit, oui, il faut recommencer, il faut renouer avec le sacrifice des enfants. Et on nous dit, l'enfant doit être livré aux marchands de vaccins. Eh bien, la première chose que je vais dire à la dame qui est intervenue, c'est que je vais lire la notice de Pfizer. Et dans la notice que Pfizer publie qui accompagne ses vaccins, il est indiqué très explicitement ce vaccin est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Ce vaccin est déconseillé. Je pourrais vous l'envoyer. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement? Alors justement, déjà, il faut savoir une chose, c'est que nous représentons une force considérable. Il ne faut pas croire que nous sommes faibles. Nous sommes la force. Pourquoi? Lorsqu'en 1945, le général de Gaulle crée les Compagnons de la Libération, il fait le compte de ceux qui l'ont rejoint dès la première heure, en 1940, et sur sa liste, il y a exactement 1038 noms. Il y a 1038 noms, y compris ceux qui sont morts, qui vont faire partie de ce registre prestigieux des Compagnons de la Libération. Aujourd'hui, nous ne sommes pas 1038, nous sommes 6 millions. Dans ce pays, il y a 6 millions de gens qui disent non à ceux que l'on nous présente
comme un vaccin. Ça n'est pas un vaccin. Un vaccin, ça vous prémunit contre la contagion. Nous savons aujourd'hui, personne ne le nie, aucune autorité, que ce pseudo-vaccin ne protège personne contre la contagion. Deuxièmement, un vaccin, théoriquement, une fois que vous avez fait le schéma complet de vaccination, s'il faut faire un rappel, par exemple le tétanos, vous faites votre rappel, vous êtes protégé. Or là, nous savons que même un schéma complet de vaccination ne vous protège pas. Donc nous ne sommes pas face à un vaccin, nous sommes face à un traitement. C'est complètement différent. Quelle est la différence justement juridique entre vaccin et traitement? Alors, un vaccin, théoriquement, pour le mettre au point, il faut au minimum 10 années. Tous les vaccins que nous avons pris, le vaccin antitétanique, anti-polio, etc., c'est 10 ans. Exceptionnellement, en raison de l'urgence, les labos qui fabriquaient les vaccins contre le Covid ont obtenu l'autorisation au bout de 11 mois. 11 mois. Ils ont obtenu une autorisation provisoire de mise sur le marché. 11 mois. On nous dit, alors le vaccin pour être accepté, il faut qu'il passe par 3 phases. Labo, expérience sur l'animal, et ensuite vérification sur l'homme. D'accord? Ces 3 stades, ça met 10 ans. Là, ils ont obtenu 11 mois. 11 mois, c'est que nous sommes toujours dans le laboratoire. Pour la première fois, nous sommes passés du labo à l'homme, directement. C'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Alors, jusqu'à présent, qui servait de cobaye humain? Depuis le XVIe siècle, il y a eu énormément d'expérimentations sur les hommes, pour toutes sortes de médicaments. Qui prenait-on pour expérimenter ces médicaments? Eh bien, on prenait les êtres que l'on considérait comme des sous-hommes. On prenait les bagnards, on prenait les prostituées, on prenait les esclaves, on prenait les fous. C'était sur eux qu'on expérimentait les nouveaux médicaments. Jusqu'à présent, sur qui Pfizer et compagnie expérimentaient sur l'homme? Eh bien, c'était l'Afrique. La terre d'élection de l'expérimentation humaine, c'était l'Afrique. Mais il s'est produit quelque chose. En 1990, dans les années exactement 1996, Pfizer expérimente un médicament contre la méningite. Il utilise un panel de 200 enfants. Et puis là, il se passe la chose suivante. Une quinzaine d'enfants meurent, une autre quantité perd la vue, une autre devient sourde. Un journaliste du Washington Post soulève le lièvre, ça a fait un scandale international. Et depuis, il y a une quantité d'organisations qui défendent justement cette utilisation, en fait, cette vision enfin, raciale, cette domination raciale, n'est-ce pas, qui fait qu'on avait le droit d'acheter, de corrompre quelques dirigeants africains, et en échange, on pouvait expérimenter sur les populations. Par exemple, les médicaments contre le sida ont été expérimentés sur 15 000 prostituées africaines. Donc, c'était la terre d'élection. Et puis là, ce scandale, puis le fait que maintenant, les populations, des associations, des ONG sont très vigilantes sur la lutte contre les discriminations raciales, les grands fabricants de médicaments ne peuvent plus utiliser l'Afrique. Et qui a remplacé l'Afrique? Eh bien, les pays qui appartiennent à l'Union européenne. C'est nous maintenant, les nouveaux cobayes. Et nous n'avons personne pour nous défendre. Les Africains ne vont pas se mobiliser pour voler à notre secours. Donc nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Parce que nos dirigeants, hélas, nos États, qui étaient prévus théoriquement pour faire contrepoids aux actions des grands groupes pharmaceutiques, ben, sont défaillants. Nos États sont devenus les relais de ces grands groupes. La corruption, il y a une cinquantaine d'années que ces grands groupes tissent leur toile, et la corruption, n'est-ce pas, touche tous les domaines. Alors, nous le savons qu'il y a une corruption, c'est même pas caché, parce que les gens qui font partie des organismes décideurs ont tous, pratiquement, des conflits d'intérêts. Donc nous voici devenus des cobayes. Les Occidentaux, nous sommes devenus des cobayes. Alors, que faire? Comme disait le vieux Lénine.
eh bien, il faut se mobiliser, comme nous appelle à le faire Alexandre et d'autres. Et nous avons des moyens de nous mobiliser, nous avons des arguments. Alors, il ne faut pas essayer de chercher le plus haut responsable. Pour moi, et je vous cite mon action personnelle, moi j'ai personnellement écrit au directeur de l'établissement où mon petit-fils est scolarisé, et je lui ai clairement dit qu'à mes yeux, s'il contraignait mon petit-fils à se vacciner, s'il arrivait quelque chose, pour moi, c'est lui le responsable. Donc c'est lui qui est dans ma fenêtre de tir. Et comment il a réagi? Il a réagi, il m'a dit, moi jamais j'obligerai votre petit-fils à se faire vacciner. Donc ça veut dire que ça marche. Ça marche. Cette pression, ça marche. Ça marche. Parce qu'il ne faut pas chercher très haut. Mais attendez, mais est-ce que ça a marché parce que vous êtes avocat ou un simple citoyen comme moi, par exemple, peut écrire sa lettre et ça marcherait? Je pense que ça marche pour quiconque ferait la démarche. Mais effectivement, bon, le fait que je sois avocat, ça a probablement fait un peu plus peur. Alors là-dessus, je voudrais faire une remarque auprès d'Alexandre, c'est qu'il faut s'organiser, c'est magnifique ces comités qu'il a pu créer. Et maintenant, je pense que face à l'urgence, face à la réponse que l'on doit faire concrètement sur le terrain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon enfant, je le vaccine ou je ne le vaccine pas? Est-ce que je l'envoie à l'école ou est-ce que je ne l'envoie pas? Il faut répondre à cette question. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pense que si nous sommes obligés de faire vraiment, si la condition pour que l'enfant soit scolarisé, c'est qu'il soit vacciné, eh bien, il ne faut pas l'envoyer à l'école. Il ne faut pas l'envoyer en classe. Moi j'ai des parents qui viennent me voir et me disent oui mais là l'État a mis des nouvelles conditions justement pour l'école à la maison. Alors que faire justement pour contourner ça? C'est très simple, s'il y a 6 millions de parents qui retiennent leurs enfants, l'État recule. C'est mathématique. Le pouvoir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ceux qui sont au pouvoir, ils ont beaucoup plus peur que vous. Je vous le dis tout de suite. Ils ont sur leur tête l'épée de Damoclès des poursuites pénales. Ils le savent que ce qu'ils font relève d'un crime. Ils le savent. Personne ne peut l'ignorer. C'est un crime contre l'humanité qu'ils sont en train de commettre. Et donc, ils le savent, ils sont suffisamment instruits. La seule chose qu'ils essaient de faire, c'est d'organiser leur insolvabilité pénale. Mais c'est impossible. On ne peut pas échapper à sa responsabilité pénale. Donc, en ce moment, la seule carte qu'il leur reste à jouer, c'est d'essayer de nous entraîner tous dans leur crime. Merci beaucoup, cher maître. Je vais poser une question. Applaudissez-le. Je vais poser une question à M. Étienne Chouard. Je suis très content de le voir. Cher Étienne Chouard, dites-moi, est-ce que l'action justement contre cet État qui commence à devenir tyrannique, c'est pas le RIC? Voilà, c'est pas le peuple qui l'a entre les mains. Si l'institution du RIC existait, le problème c'est que nous n'avons pas cette institution. Précisément, aujourd'hui, à l'occasion de cette soi-disant crise sanitaire, nous découvrons notre impuissance politique. En tout cas, beaucoup d'entre nous la découvrent. Les militants politiques qui travaillent sur la démocratie et les institutions le savent depuis plus longtemps. Mais le problème, et ce n'est pas que la France, le problème des êtres humains, c'est que nous oublions des conséquences dont nous adorons les causes. Nous adorons l'élection. On nous a appris à aimer l'élection. On nous a appris à respecter comme une vache sacrée la procédure de l'élection, la procédure qui est la procédure même de notre impuissance politique. Quand nous élisons, quand nous désignons quelqu'un qui va tout voter à la place, nous renonçons à voter. Nous ne voterons jamais parce que nous élisons. Et à l'école, on nous apprend à mélanger les deux. On parle d'élire et voter comme si c'était la même chose. On va au bureau de vote, alors qu'il n'est pas question de voter, il est question d'élire. Et en fait, nous avons
seulement la France, hein, nous avons partout sur Terre un problème de souveraineté. La souveraineté, c'est le droit de décider. Une démocratie, c'est la souveraineté populaire. C'est la population qui décide. Bien sûr, nous n'avons jamais été en démocratie, en tout cas depuis 200 ans, depuis 1689. Nous vivons dans un régime représentatif où les élus ont pris le pouvoir, ont volé le pouvoir, je les appelle des voleurs de pouvoir, en prenant le pouvoir constituant, en s'arrogeant le pouvoir constituant, le pouvoir d'écrire les règles de la représentation, mais ce sont les représentants qui se sont arrogés. Et ensuite, ils ont institué dans toutes les institutions du capitalisme, toutes les institutions des marchands, ce sont les marchands qui ont institué tout ça. Ce sont les marchands qui sont arrivés au pouvoir en 1689. Alors qu'autrefois, ils étaient tenus à l'écart de la puissance politique. Ils étaient influents, mais pas. C'était pas eux qui écrivaient les lois. Or, depuis 1689, les marchands ont pris le pouvoir constituant d'abord, puis ensuite le pouvoir législatif, exécutif, tous les pouvoirs. Et ça donne le capitalisme, qui est un système de domination, d'oppression, d'exploitation des travailleurs par des gens qui ne travaillent pas, qui sont plus riches. Mais tout ça, en fait, est lié à une incompréhension, je pense, de la part des gens simples, qui travaillent et qui ne cherchent pas à exercer le pouvoir, en fait. Ils ne cherchent pas à avoir le pouvoir. La plupart des gens ne cherchent pas le pouvoir. La plupart des gens, c'est Alain, le philosophe Alain Chartier, qui disait quelque chose de formidable. Il disait le propre de l'homme juste est de ne pas vouloir gouverner les autres. Cela nécessite tout. Autant dire que les pires de l'homme. Fin de la citation. Il faut comprendre que Alain, quand il dit ça, il a raison dans le gouvernement représentatif. Dans un régime dans lequel on désigne les représentants en les élisant, en les choisissant, en les considérant comme les meilleurs, on les hisse en quelque sorte au-dessus de nous. Et on les hisse en les prenant parmi des gens qui sont candidats. Alors, je remarque une chose, c'est que les candidats au présidentiel, ils parlent souvent de la Suisse pour l'économie, mais ils parlent beaucoup moins de la Suisse pour ses institutions, pour sa démocratie directe. Comment l'imposer? Il y a peut-être un petit problème de son. J'ai l'impression qu'il y a un problème de technique avec M. Étienne Chouard. C'est bien de chez nous, c'est... C'est la maison. Le son. Oui, et de son et d'image même, parce que... Ah, voilà, l'image. Ah, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, vous avez... Remettez votre son. Voilà, attendez. Ah, voilà. Je ne sais pas à quel moment. Alors, voilà, donc, nos politiques actuelles, bon, voilà, ils se positionnent souvent sur la Suisse, mais sur le côté économique, et jamais sur le côté institutionnel, c'est-à-dire la démocratie directe. Comment leur imposer, comment nous, peuple, nous, là, qui sommes ici, leur imposer justement cette démocratie directe qui manque à la France? Je rappelle que le dernier référendum date de 2005. Et qui n'a pas été respecté. En fait, c'est à nous de le vouloir. Le problème, c'est que pour l'instant, dans l'état où nous sommes, nous, le peuple, la population, les représentés, nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas le RIC. En tout cas, nous ne voulons pas assez pour décider de l'écrire nous-mêmes. Ce que nous attendons que nos représentants se dépossèdent du pouvoir qu'ils nous ont volé et nous le rendent. Mais c'est une forme de folie ou de sottise, enfin, ça n'arrivera jamais. Nous sommes les seuls, les peuples du monde sont les seuls qui sont capables, qui sont aptes et légitimes à écrire les règles de la représentation et donc leur souveraineté. Et dans les règles de cette souveraineté, il y aura le RIC. Et il faudrait d'abord qu'on devienne constituant et qu'on arrête d'accepter que les représentants, les élus, écrivent eux-mêmes les règles de la représentation. C'est pas à eux de faire ça.
c'est les seuls qui devraient être interdits de ce processus. Les élus, les représentants, sont en conflit d'intérêts, ils ne devraient jamais écrire la Constitution. Mais comment serait-il tenu à l'écart du processus constituant si nous-mêmes acceptons qu'il y soit? Le problème, c'est qu'on est beaucoup trop gens. Ah, ça recoupe. Ça recoupe, cher Étienne. On est beaucoup. Il y a des problèmes de liaison. Vous avez vu beaucoup trop confiants. Et là, on est dans une skip. Les élus sont très critiques, on n'était pas contents. Ok, il y a des problèmes techniques. Ah là, c'est bon, c'est bon. Voilà. Allez-y, continuez. Mais, enfin, allez-y. Donc, si on veut le RIC, il faut qu'on apprenne à l'écrire nous-mêmes. Mais est-ce que nous, Français, nous sommes-nous pas assez, trop plutôt, légitimistes? Voilà, non? Oui, d'une certaine façon. Nous ne sommes pas dit, voilà, on va donner, comme on est quand même un pays centralisateur, Jacques Robin, on s'est dit, tiens, nous allons donner tout ce qui concerne la cité à d'autres et nous n'allons pas penser à la cité. Voilà, ce sont des intéressants. Vous savez, c'est le gouvernement représentatif qui nous tient à l'écart comme ça. Les institutions dans lesquelles nous vivons depuis 200 ans, ces institutions nous tiennent à l'écart, structurellement et en tout domaine. Sieyès, dès le départ, 1789, disait c'est comme ça qu'on veut le régime. On veut un régime dans lequel le peuple peut agir, ne peut parler que par ses représentants, donc le peuple doit se taire. C'est un système pas du tout démocratique et qui s'est aggravé depuis, qui ne s'est pas du tout amélioré. Et donc, ce système est fait pour nous tenir à l'écart. Donc, ayant été tenus à l'écart toute notre vie, depuis qu'on est enfant, on est tenu à l'écart de toutes les décisions politiques, nous avons comme désappris à faire de la politique. Nous avons désappris à nous engager et à penser les institutions, pas seulement les lois, même les institutions. Et donc, c'est terrible de se poser la question comme on fait aujourd'hui, alors que nous sommes totalement impuissants politiques, et qu'il va falloir bien sûr un peu de temps pour changer les choses, puisqu'il va falloir de l'éducation populaire, pour apprendre à nos enfants, pour que nous enseignions à nos enfants à écrire eux-mêmes les institutions dont ils ont besoin. Et justement, ça, on ne l'apprend pas. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, ce sont des lois progressistes sur le genre, des choses comme ça. Mais tout ce qui est lié à la cité, par exemple, rappelez-vous l'éducation civique, c'est fini, ça fait au moins 30 ans. Donc, c'était très mal fait. C'était très mal fait, l'éducation civique. L'éducation civique, ça ne devrait pas. Je ne me trompe plus, je me trompe peut-être, mais il me semble que l'éducation civique, ça devrait être depuis la maternelle, peut-être un peu plus tard, mais à peine, dès qu'on est petit, on apprendrait aux enfants à écrire le règlement intérieur de leur école. C'est bien ça. Nous devrions, alors ça va être plus compliqué de gouverner des gens qui sont devenus des vrais citoyens, qui sont plus seulement des électeurs obéissants et qui sont devenus des citoyens constituants. Ça va être plus compliqué à gérer ces gens-là. Ils vont être plus rebelles, ils vont moins accepter les ordres injustes. Oui, c'est sûr, ça sera plus compliqué à gérer. Mais nous devrions apprendre à nos enfants à écrire eux-mêmes les lois auxquelles ils consentent à obéir. Et les premières lois, ce sont celles qui disent comment on va écrire les lois. Et ces lois-là, ces lois supérieures qui disent comment on va écrire les lois, on les appelle les institutions. Et je pense que c'est pas une question de droit, c'est pas une question de prof de droit, c'est pas une question technique. Mais il ne faut pas laisser. Moi-même, je suis de formation juridique. Et je pense qu'il ne faut pas laisser cette question aux spécialistes de cette question juridique. Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique. Nous devons apprendre à nos enfants à instituer la démocratie. Et peut-être que ça arrivera finalement plus vite que je n'imagine. Mais... Vous avez bon espoir? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ça dépend de nous. Ça fait 15 ans que je fais des ateliers constituants partout dans mon pays et dans les pays francophones. Je fais des ateliers constituants pour montrer aux gens que l'idée que je défends là, c'est à nous d'écrire la Constitution. C'est une idée théorique, non, mais elle a une réalité pratique. C'est-à-dire que quand je fais des ateliers constituants, je montre que pratiquement ça va marcher.
Puisque regardez, on vient de passer 4 heures après les ateliers et vous avez produit des articles qui fonctionneraient tout à fait. Donc, oui, ça marche pratiquement. Et tant qu'il n'y a que moi pour faire ça, c'est foutu. Voilà, s'il n'y a que moi, je suis tout seul, donc ça ne marchera pas. Il faut que nous passions le mot entre nous et que nous invitions la Constitution dans nos conversations, faire des apéros constituants, des rencontres constituantes, des ateliers constituants, des choses marrantes, des jeux constituants. Mais il faut qu'on parle de la souveraineté, il faut qu'on parle du droit de décider, il faut qu'on arrête de se plaindre de ne pouvoir rien décider, tout en adorant l'élection. On va faire plus con. Mais si vous adorez l'élection, ne vous plaignez pas. Parce que vous adorez l'institution de votre faiblesse. Merci, cher Étienne Chouard. Applaudissez-le. Cyril Gounod, vous qui êtes professeur d'histoire du droit, a-t-on vécu une période hors guerre, bien sûr, juridique comme celle-ci? Non, c'est vraiment la première fois que nous vivons ça. C'est une situation tout à fait inédite. Et pour retrouver un moment dans notre histoire où nous aurions eu un affaissement des libertés, il faut revenir à l'occupation allemande, donc à la guerre et à toutes les atrocités qui sont le lot commun de la guerre et de l'occupation. C'est-à-dire que, voilà, ça doit dire qu'il n'y a pas eu ce type de loi depuis l'occupation allemande en France. Là, vous confirmez vraiment. Parce que c'est pas une fake news que les fact-checkers de Le Monde, Libé et compagnie peuvent démonter. Ah, ils peuvent y aller. Non, les seules choses qu'on a connues entre-temps, ça a été la loi de 1955 sur créer l'état d'urgence. Et cet état d'urgence a été utilisé à quelques reprises, essentiellement pendant la guerre d'Algérie. Ensuite, en 2005, avec l'embrasement des banlieues. Et puis après, de manière quasiment permanente, à partir de président Hollande et du risque terroriste. Et aujourd'hui, cet état d'urgence devient encore plus important parce que l'état d'urgence sanitaire permet beaucoup plus que l'état d'urgence sécuritaire. Il permet des restrictions de liberté phénoménales telles qu'on n'en a jamais vues dans notre histoire. Et ça, il le fait sur des prétextes, des motifs qui sont beaucoup plus flous que l'état d'urgence sécuritaire, qui était déjà très largement la discrétion du pouvoir exécutif. Et en plus, il tend à faire un état d'urgence permanent parce que toutes les dispositions qui étaient prévues dans l'état d'urgence sanitaire ont été finalement introduites pour l'instant dans une espèce de demi-droit commun, dans un droit quasiment qui n'est pas tout à fait d'exception, mais qui n'est pas encore le droit commun, qui est l'état de sortie de l'urgence sanitaire. Et en fait, la loi du 31 mai sur la sortie de l'urgence sanitaire donne à peu près exactement les mêmes pouvoirs à l'exécutif que pendant l'urgence sanitaire. Et donc on n'est plus officiellement dans l'état d'urgence, mais les restrictions possibles aux libertés sont inédites, sont inouïes. On restreint la liberté d'aller et venir, on restreint la liberté du commerce et de l'industrie, on restreint le droit à la vie privée et familiale, on restreint un nombre de choses qui est vraiment de l'ordre de l'inédit dans notre histoire, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Sachant qu'on vit sous Vigipirate depuis quand même 25 ans, depuis les premiers attentats au RER Saint-Michel, peut-on encore vivre 25 ans avec cet état d'urgence sanitaire? Et peut-on encore vivre au moins 25 ans avec ce pass sanitaire? Est-ce que c'est juridiquement possible? Malheureusement, c'est juridiquement possible, c'est une question politique. C'est, comme le disait Étienne Chouard, c'est à nous à reprendre le pouvoir, à nous à faire savoir qu'il est intolérable et inadmissible que nous soyons traités de cette manière par les gouvernants et que nous soyons de simples fonctions à la disposition du gouvernement. Alors, vous savez, moi j'ai parlé pas mal de juristes et eux m'ont dit que le pass sanitaire violait grosso modo une vingtaine de traités internationaux. Comment faire du coup pour rendre ce pass sanitaire illégal? Parce qu'il viole les traités internationaux qui sont techniquement, je crois, plus importants que la Constitution. Non, les traités internationaux ont une valeur qui est supérieure à la loi. Mais à la loi, pardon, à la loi.
Et le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, qui est une institution de vendue, on peut le dire, a validé le qu'il institue une double catégorie de citoyens, qu'il institue une discrimination officielle fondée sur l'état de santé, c'est-à-dire une chose qui est interdite par le code pénal, qui est l'article 225-1 et 225-2. Et bien malgré tout cela, le Conseil constitutionnel n'y a rien trouvé à redire. Et quand le Conseil d'État mettait quelques légères remarques et légers tempéraments à ce cas sanitaire, en expliquant notamment que ça ne devait pas servir de chantage à la vaccination, c'est dans l'avis qu'il a rendu cet été, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le gouvernement dit exactement le contraire. Elle ne tient même pas compte des remarques du Conseil d'État, puisque le Premier ministre Castex et le président du Conseil scientifique Delfrécy ont tous les deux dit au début du mois que l'état sanitaire était un outil au service de la vaccination, alors que le Conseil d'État ne l'avait accepté que s'il n'était pas un outil de chantage à la vaccination. Donc en fait, les institutions, en tout cas ceux qui sont censés nous protéger, ne le font pas. Oui, mais justement, est-ce que ce Conseil constitutionnel est légitime aujourd'hui, sachant qu'il y a peu de juristes qui la composent? Voilà, vous avez parlé de Laurent Fabius, qui est un énarque, un ancien politique. Il y a aussi Alain Juppé qui a été recasé, qui n'est pas un juriste. Donc est-ce que ces gens-là sont légitimes justement pour dire si quelque chose est constitutionnel ou pas? Non, ils ne sont pas légitimes. Et après, on pourra passer à la parole à Étienne Jean, je crois qu'il lève la main. Non, ces gens-là ne sont pas légitimes, ils ne sont pas des juristes et ils n'ont pas de compétences propres. Alors, certes, ils sont assistés par des juristes, mais en fait, ils rendent une décision politique et non pas une décision juridique. Et leur nomination politique, d'ailleurs, répond en fait à cet impératif politique qui n'est pas du tout un impératif juridique. Alors, juste peut-être, excuse-moi, Étienne, je vais vous donner la parole, mais juste une dernière question que j'avais à Cyril. Comment ça se passe justement, comment ils traitent ça au Conseil constitutionnel? Comment ça se passe? Est-ce que ce sont que les collaborateurs des Juppé et compagnie qui bossent dessus? Dites-nous un peu, parce que le grand public, ça ne le sait pas. Alors, il y a toute une armada de juristes et de hauts fonctionnaires au Conseil constitutionnel dont la mission, évidemment, est de préparer les dossiers, de préparer de répondre en fait aux critiques qui sont émises, de lire tous les documents qui sont envoyés lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par les députés ou les sénateurs, de faire un travail d'abréviation de toute la documentation qui est fournie, ce qu'on appelle les contributions extérieures, que n'importe qui, même un simple citoyen, peut adresser au Conseil constitutionnel quand il est saisi de la constitutionnalité d'une loi. Mais là, il y a de vrais juristes qui font un travail important et qui ne sont pas là pour des critères politiques. Mais le droit ne sera qu'un instrument, c'est-à-dire que si le Conseil constitutionnel, dans sa composante éminente, c'est-à-dire dans les 9 membres, décide de prendre telle décision, on justifiera juridiquement de la manière la plus adéquate. Et donc, il ne faut pas attendre du Conseil constitutionnel une décision en droit, c'est une décision politique qui est argumentée juridiquement, qui est enrobée juridiquement, qui mobilise les arguments juridiques, mais qui n'est pas la seule réponse que l'on pourrait attendre et que l'on serait en mesure d'attendre de cette organe. Merci beaucoup, cher Cyril. Étienne Chouard, il va rajouter quelque chose. Oui, vous savez, le titre de notre table ronde, là, c'est est-ce qu'on est encore dans un état de droit? Il faut définir ce que c'est que l'état de droit, parce que c'est pas évident pour le commun des mortels, je crois. Dans l'état de nature règne la loi du plus fort. Enfin, la loi, justement, qui en est la seule qui 0/1, ce qu'on appelle la loi du plus fort. La loi de la jungle, c'est le plus fort qui décide et puis les autres obéissent. Pour sortir de cet état terrible de la loi du plus fort, nous avons imaginé un système de droit. Nous avons imaginé de créer une puissance publique. En nous réunissant, nous avons formé une puissance publique plus forte que le plus fort d'entre nous. Une puissance publique plus forte que le plus fort d'entre nous, pour protéger tout le monde, tous les plus faibles, pour protéger tout le monde contre les plus forts. Vous voyez ça? Ça, c'est l'idée de la création d'un État
pour nous protéger tous contre les plus forts. Le problème, c'est que, donc, à ce moment, on a donné à cet État le pouvoir de produire du droit, de produire des règles auxquelles nous allons tous obéir. Donc l'État, parce que nous le voulons, parce que, au moins théoriquement, nous l'avons décidé, le problème c'est que nous n'avons pas rien décidé, nos parents ont décidé, c'est même pas nos parents qui ont décidé, ce sont les élus qui ont décidé, c'est ça le problème, je crois. Mais en tout cas, sur le plan théorique, nous acceptons que l'État produise le droit, les règles auxquelles nous avons tous obéi, en sachant que, parce qu'il a ce pouvoir, il est à la fois très utile, parce qu'il va nous protéger normalement contre la loi du plus fort, mais il est aussi très dangereux. Il est aussi très dangereux. Alors, pour ne rien craindre de l'État, l'état de droit est cette situation, ce régime dans lequel l'État est lui-même soumis au droit. Écoutez bien, l'état de droit, c'est l'état dans lequel, l'état est petit, dans lequel l'État, avec un grand E, la puissance publique, est soumise au droit. Mais, ce que nous avons oublié d'enseigner à nos enfants, parce que nous savons mal même, parce que nos parents ne l'ont pas bien appris, c'est que tous les pouvoirs, tous les pouvoirs politiques, mais aussi les pouvoirs économiques, les pouvoirs sociaux, les pouvoirs même de la famille, tous les pouvoirs, vous entendez, ont une tendance naturelle. Vous aurez toujours cette tendance, une tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire à s'affranchir de tout contrôle. S'il le pouvait, il ferait en sorte de n'avoir aucun contrôle. Donc, alors, au moins, vous ne pouvez pas reprocher à ce style de sommet, il est venu par une force supérieure, le pouvoir c'est pareil, il va abuser. Tous les pouvoirs vont abuser. Donc, il est très important. Il y a une idée géniale pour nous protéger de ça. Une idée géniale que nous méprisons complètement. Tout le monde s'en fout. Cette idée, c'est la Constitution. C'est de mettre au-dessus des représentants, au-dessus des gens qui sont au pouvoir, président, parlementaire, juge, créateur de la monnaie, journaliste, mettre au-dessus de ces gens-là un texte supérieur qu'ils doivent craindre. Les pouvoirs doivent avoir peur de quelque chose. S'ils n'ont pas peur de quelque chose, ils vont faire ce qu'ils sont pas intervenants. Mais pour qu'ils aient peur, il faut que la Constitution, ce texte, c'est génial l'idée. Ce texte est au-dessus d'eux, mais il ne faut pas qu'ils puissent l'écrire bon sang. Vous comprenez ça? Nous sommes complètement idiots de laisser les pouvoirs écrire eux-mêmes la Constitution. C'est pas leur faute à eux. C'est pas eux les crapules. Oui, c'est des crapules, mais c'est pas leur faute. C'est notre faute à nous qui les ont fait. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien de gémir sur les méfaits de nos maîtres en nous désintéressant de la Constitution, mais on est trop con, quoi, c'est la sélection naturelle, quoi. Il y a un moment, si on est trop bête, on va beaucoup souffrir. Oui, mais la Constitution de la Ve République... Non, c'est pas de la Ve République. Aujourd'hui, nous sommes régis sur la Ve République. Oui, mais c'est quoi votre prénom? Mike. Mike comme Mike Brandt. C'est pas du tout une question de Ve République, de Constitution de 58. C'est pas ça notre problème. Nos voisins ont le même problème. Notre problème, c'est que nous n'avons pas de Constitution. Ce que vous voyez aujourd'hui, quand vous les voyez faire ce qu'ils veulent, avec des institutions qui sont toutes domestiquées, ce que vous voyez, ce que vous voyez de vos yeux, enfin, ça y est, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, c'est que nous n'avons pas de Constitution. Rappelez-vous la Déclaration des droits de l'homme, qui disait dans son article 16, je crois, 1789, qui disait un pays dont les pouvoirs ne sont pas séparés n'a pas de Constitution. Nous en sommes là. Et nous en sommes là depuis le début, les pouvoirs n'ont jamais été séparés. Alors, du coup, la permettait de rebondir sur quelque chose. Même à l'époque de la Troisième République, excusez-moi, j'ai trouvé un point. Même à l'époque de la Troisième République, le gouvernement s'était arrangé le droit de faire des décrets-lois, c'est-à-dire d'écrire les lois. Et c'est pas bien ça. Il ne faut pas que ceux qui détiennent la force armée, il ne faut pas qu'ils puissent écrire des lois. Il ne faut pas qu'il y ait le pouvoir réglementaire. Vous savez, les décrets, les arrêtés, les ordonnances, tout ça sont des lois. Pas des lois au sens technique juridique, mais c'est des lois au sens, ce sont des normes qui s'imposent à tout le monde, avec une portée obligatoire générale et sans limitation de durée.
Toutes ces règles sont des dangers cruels contre les libertés. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, le gouvernement fait faire sa tête parce que progressivement, il s'est complètement affranchi des juges et complètement affranchi du Parlement. Il s'est bien sûr complètement affranchi des journalistes, puisque les mêmes qui font élire Macron ont acheté tous les journaux. Vous comprenez que nous n'avons pas sûr. Je vous remercie, cher Pelchois, parce que vous permettez. Allez voir. Vous me permettez de rebondir parce qu'en fait, j'avais pas de transition pour aller chez le capitaine. Et là, j'en ai une. Ça m'est venu, elle m'est venue comme ça. C'est voilà, si le pouvoir doit avoir peur, on va dire entre guillemets, d'un autre pouvoir, est-ce que il n'aura pas peur, ne pourrait pas ne pas avoir peur de l'armée? Alors là, concernant l'armée, je vais parler sous le contrôle et même le contrôle de ces éminentes personnes qui sont derrière moi et à côté de moi, parce que je n'ai pas leur recul et leur connaissance. Tout ce que je voudrais dire pour répondre à votre question, Mike, la force, alors on peut reparler de Weber, monopole de la violence légitime, tout cela, monopole de la violence légitime. La force doit rester elle reste dans le camp de l'État. On a mis fin aux justices privées à une époque, pour, comme le disait Étienne Chouard, progressivement transmettre à la puissance publique, qui est donc indépassable et qui en fait qui est plus puissante que chacun d'entre nous, le pouvoir, entre guillemets, absolu, pouvoir absolu sur la matière, qui lui permet en fait, derrière, de veiller à ce que la vie de la cité se déroule tellement paisiblement. C'est l'objectif qui est assigné. Le problème de l'aspect coercitif, de la force... L'armée, quand même, le pouvoir a quand même eu peur dernièrement. Il y a eu un courrier gentillet des généraux écrit par le capitaine Fabre Bernadac. Jean-Pierre Fabre Bernadac. Voilà. On salue, place d'armes. On salue, place d'armes. Il y a beaucoup de gens qui ont général ici présent avec nous d'ailleurs aussi. Demain, général Martinez, mon général Pigman ici l'a signé. Et mon général Coustou. Voilà, Coustou. Voilà, général Coustou, après qui c'est là, le pouvoir a tremblé. Mine de rien, le pouvoir a tremblé. Alors, peut-être qu'il n'a pas tremblé suffisamment longtemps et peut-être pas assez, en tout cas, il a tremblé. Alors, tremblé, oui, il a peut-être eu un petit frémissement. Bah, c'est pas un gentil frémissement. Bon, suffisamment pour que Agnès Pannier-Runacher ressorte les mêmes stratégies de ringardisation dont je vous avais parlé, qu'ils avaient sorti pour les gilets jaunes. En fait, c'est des spin doctors, c'est des cabinets de consultants qui leur disent vous utilisez telle et telle stratégie pour en face infiltrer, ringardiser, diaboliser pour contrôler un mouvement qui pourrait vous échapper à votre contrôle. Donc oui, ils ont réagi avec des méthodes qui leur sont en fait vendues, c'est les cabinets de conseil qui vendent des méthodes, comme McKinsey vend ses méthodes sur le schéma vaccinal, la politique diligentée par le fils Fabius. Rappelons donc le fils Fabius de Laurent Fabius du Conseil constitutionnel, lui-même donc qui avait été donc lourdement condamné pour le sang contaminé, des choses qui passent dans le sang, encore une fois, la vie a des ironies terribles. Bref, et pour revenir à la force publique, oui, le contrôle devrait... c'est une question de contre-pouvoir. Vous en avez parlé tous ici. Ces contre-pouvoirs, je pense, s'ils n'ont jamais existé à une époque, ont, je pense, été dépassés depuis longtemps. Et donc, le logiciel de la séparation des pouvoirs est dépassé parce qu'on n'est pas passé à un cran au niveau de notre pays, notre nation, notre civilisation, j'ose le terme, qui en fait, le suprême achèvement, je pense, de ce contrôle, de ces contre-pouvoirs, c'est quand on le remet, comme le disait Étienne Chouard, au peuple, et je suis parfaitement d'accord, et c'est pour ça qu'au lieu de commenter des choses dont je n'ai pas forcément la clé, on est là aussi pour faire des propositions. Donc on s'est posé la question, pourquoi le RIC, ces choses-là qui sont des méthodes de gouvernance par le peuple, pourquoi derrière il n'y aurait pas demain des contre-pouvoirs populaires à chaque contre-pouvoir? C'est-à-dire que vous avez trois pouvoirs principaux, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Rappelons quand même que les magistrats rendent la justice au nom du peuple français. Au nom du peuple français, rendent la justice.
Pourquoi ces trois contre-pouvoirs ou pseudo-contre-pouvoirs ne pourraient-ils pas, demain, être contrôlés par 3 autres contre-pouvoirs populaires? Chacun. N'oubliez pas la banque et les médias, qui sont 2 nouveaux pouvoirs par rapport aux 3 que vous avez cités, des pouvoirs définis par Montesquieu, mais Montesquieu ne connaissait pas la télé. Et il n'avait pas repéré le pouvoir de la banque. Donc nous devrions aujourd'hui compter 5 pouvoirs. Mais peut-être plutôt un seul pouvoir et 5 fonctions, un seul pouvoir qui est le pouvoir populaire, rhétorique, et d'autres procédures comme les chambres citoyennes de contrôle tirées au sort. Et puis 5 fonctions qui seraient l'exécutif, le législatif, le judiciaire, comme vous l'avez dit, et puis les médias et la banque, la monnaie. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, mais pas du tout, mais oui, tout à fait. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que ces contre-pouvoirs, en fait, ces pouvoirs existants, qu'ils soient un seul pouvoir et 5 modalités, ou 3 pouvoirs, ou 5, en fait, soient repris en main par le peuple. C'est, je pense, l'enjeu face auquel nous sommes actuellement. Nous sommes placés dans une crise terrible, une épreuve, on en parlait tout à l'heure en introduction. Cette épreuve va faire que si nous nous mobilisons, nous arrivons à recréer une masse critique et qu'on arrive d'une façon ou d'une autre, par les urnes ou par la rue, je le dis souvent, quel que soit ce que le peuple français choisira, il le fera, et personne ne l'empêchera. Ça sera par les urnes ou par la rue. Il faudra qu'il reprenne le contrôle, et à ce moment-là, redéfinir, refonder ces institutions pour faire en sorte que le peuple reste, du début jusqu'à la fin, en responsabilité politique. Qu'en fait, que le représentant ne soit qu'un simple représentant. Comme on le dit souvent dans les manifestations, ce sont vos salariés. Et ils doivent le rester. Et on en parlera demain sûrement avec Christian Vanès, qui a une opinion différente de la mienne et de la nôtre aujourd'hui, mais qui est de faire revenir à quelque chose qui est de l'ordre de l'impératif. Vous avez une mission à remplir. Et si vous y dérogez, eh bien, vous avez une responsabilité pénale derrière, bien sûr, de la prison, voire plus. Parce que n'oublions pas qu'au niveau constitutionnel, tout a été, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais terraformé depuis une quinzaine d'années pour préparer la situation qu'on a actuellement. Alors, j'aimerais que les constitutionnalistes, et on a la chance d'avoir été le choix, Cyril Douneau et aussi Sidney Toitier à côté de moi, nous expliquent, en fait, le fameux contournement du référendum de 2005, qui a été contourné en 2008 par un congrès, alors pas ce congrès, mais un congrès qui réunissait les 2 chambres, par Assemblée nationale et Sénat, réunis en congrès, ont tout d'abord contourné le référendum, mais en plus ont mis en place une forme d'irresponsabilité qui a été ensuite allée croissante, en fait, dégageant tous les responsables politiques qui ont un pouvoir exorbitant d'une échelle croissante aussi de responsabilité qu'ils auraient dû avoir et qu'ils ont de moins en moins. Donc c'est ça le problème. Alors merci beaucoup, cher capitaine. Peut-être prendre des questions de la salle, peut être intéressant. Est-ce que des gens, peut-être, est-ce qu'il y a un micro à la salle? Voilà, c'est quelqu'un pour récupérer un micro. C'est intéressant qu'il y ait un échange justement entre nos invités et la salle. Oui. Ah, allez tout là-haut. Et mettez les lumières sous parce que on voit pas la salle. Je vais le faire comme ça du coup. Je suis pas très bien là. On m'entend? C'est bon. Alors, moi je me présente, Edouard. Plus près? Ouais, ça sera peut-être mieux comme ça. Moi je suis passionné d'histoire à la base. Voilà, j'en ai pas fait mon métier. Alors la question est pour qui? Pour Cyril du coup? Ah, pour les 4. Ben, quand c'est l'histoire, posez la question à Cyril. Alors, c'est pas forcément l'histoire du droit, c'est que tout à l'heure on parlait de réécrire, d'apprendre aux enfants à réécrire la Constitution. Moi je m'inquiète beaucoup parce que je vais avoir la trentaine, je pense vouloir fonder une famille, donc potentiellement avoir des enfants. Et quand j'ai vu par exemple le livre de 6e d'histoire-géographie, version Belin, hein, où est-ce qu'il y a des parties sur le Covid et où est-ce qu'on nous apprend que... alors je crois que l'intitulé c'est un truc du genre « Je reconnais ce qu'est l'intérêt commun et en quoi il prime sur mon individualité ». Moi j'appelle ça du communisme. Je ne vais pas me cacher, je suis désolé s'il y en a qui partagent pas mal d'opinion, mais voilà. Que ce soit Staline, Lénine et tout ça, bon, dans mon temps on pensait ce qu'on veut, mais moi, niveau humain, je pense que j'ai vu mieux, hein, pareil pour Mao. Le problème, c'est qu'on va avoir des enfants qui vont avoir le cerveau lavé avec ça, on va appeler ça éducation civique, hein.
mais c'est de la propagande de merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est de la propagande de merde. Donc comment on fait aujourd'hui avec des professeurs qui sont en sous-moyens, parce que, bon, pour le coup, ma copine est professeure, voilà, je vois pas comment ça se passe dans les classes et ainsi de suite, ils sont en sous-moyens, on fait tout pour les dégoûter dans le métier, et on a des élèves, excusez-moi l'expression, mais bon, qui sont quand même de moins en moins intelligents, puisqu'on ne leur donne pas les moyens. Donc comment fait-on, c'est ça? On ne leur donne pas les moyens. Ce que je veux dire par là, c'est que... Excusez-moi, ça a juste 5 minutes. Ouais. Moi, je me pose la question, voilà, comment on peut accompagner l'éducation notamment nationale pour faire en sorte d'accompagner nos élèves et nos enfants, hein, pour qu'ils puissent devenir des vrais citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on leur apprend, c'est une façon dérivée, en fait, c'est une façon tordue de comprendre le système. Alors, monsieur Étienne Chouard, je pense que ça vous était adressé. Il me semble que, d'abord, l'école fait partie d'un plan de destruction comme l'hôpital, comme la santé, de l'acquisition de connaissances est la conséquence principale, une conséquence terrible de destruction depuis 40 ans de notre système de soins. Donc, ceux-là même qui se présentent comme nos protecteurs sont en fait ceux qui terrorisent, ceux qui ont fabriqué la terreur en détruisant l'hôpital et en détruisant tout le système de soins. Et qui font la même chose avec l'école. Et ça s'appelle le néo parce que c'est nouveau, libéralisme. Le soi-disant libéralisme consiste à détruire toutes les formes de solidarité qu'on a construites, à commencer par l'hôpital, et le remplacer par des centres de profit. Quand vous dites, je reconnais l'intérêt commun et la prise sur mon individualité, vous dites c'est du communisme, je crois comprendre votre aversion de ce que peut recouvrir le mot communisme. Et je vous signale que le même mot communisme, faites attention parce que ce mot-là n'est pas si. Il est dangereux, mais tous les mots sont dangereux. Vous savez, l'État, c'est dangereux aussi. Vous voyez aujourd'hui ce que fait l'État. Et c'est pas une question commune, oui, chaque mot peut être dangereux. Mais je vous fais remarquer que le communisme, c'est aussi beau que la famille. Dans la famille, vous vivez le communisme. Dans la famille, vous ne vendez rien. Vous donnez. Et vous donnez sans attendre rien en retour. Vous partagez complètement. C'est Alain, encore le philosophe dont je vous parlais tout à l'heure, Émile Chartier, qui soulignait que nous avons tous vécu l'expérience du communisme dans notre famille. Donc, c'est pas forcément mal. Et d'autre part, l'hôpital dans lequel on soigne tout le monde, les routes sur lesquelles tout le monde peut rouler librement, c'est communiste. Oui, et c'est pas mal parce que c'est communiste. Vous voyez, il y a ce que vous avez décrit comme exemple, cette Union soviétique, la Chine de Mao, c'est pas du tout du communisme, c'est du capitalisme d'État. Je sais c'est quoi votre nom, c'est Édouard, c'était pas du tout du communisme, le Mao et le soviétisme. Le soviétisme, c'est même pas d'ailleurs du soviétisme, les marxistes, léninistes, les bolcheviks, ils ont massacré les communistes, ils ont massacré les anarchistes à Kronstadt. Donc le même mot communisme, méfiez-vous, ne devenez pas anti-communiste, sinon vous allez être tout seul face au plus fort. Ce que je décrivais tout à l'heure comme l'idée d'instituer une puissance publique au-dessus de nous, qui soit plus forte que le plus fort d'entre nous, pour nous protéger contre les plus forts, cette idée-là, elle est communiste dans mon sens, qui est un sens démocrate. Vous voyez, le démocrate et anarchiste, c'est un peu la même chose. Vous voyez, on se défie du pouvoir, on l'institue, on fait super cap au pouvoir, et ça donne une forme de communisme qui est très contrôlée par nous-mêmes, vous voyez, contrôlée par la population, pas par des apparatchiks, pas par des maîtres, vous voyez. On pourrait imaginer un communisme que nous n'aurions rien à craindre, et qui ne serait pas un communisme extrémiste, qui ne serait pas un jusqu'au-boutiste, qui serait ce que nous décidons de donner à l'école, nous le mettons en commun. Mais c'est nous qui décidons tout le temps, vous voyez. Et pour garder ce contrôle, il me semble qu'il faut que nous soyons constituants. C'est-à-dire que nous n'acceptions pas que nos représentants, là, ceux qui ont la part de communistes qu'on a bien voulu leur donner, il ne faut pas que ce soit eux qui écrivent les règles, sinon ils vont s'émanciper de nous, ils vont s'affranchir de tout contrôle, comme je le disais, ils vont s'autonomiser, et là ils vont devenir très dangereux. Mais ils sont aussi dangereux dans le capitalisme de la banque et de la taille d'exploitation de la planète qui est la nôtre aujourd'hui, que dans les systèmes communistes. Merci, cher Étienne Chouard. Je sais que, excusez-moi, parce qu'on manque de temps, mais je crois que Maître Toiti, Sidney Toiti, a envie de rebondir, mais j'ai en plus une question à lui poser. Voilà.
Nous sommes tous là, ici présents, nous n'avons pas de passe. Nous n'avons pas... donc, malgré tout, nous cotisons à la sécurité sociale. Mais nous ne sommes pas remboursés sur les tests. Des gens qui ont un pass, qui sont donc vaccinés, qui cotisent comme nous, sont eux remboursés sur leurs tests. Est-ce que juridiquement c'est légal, cher maître Toiti? C'est facile à répondre à cette question, c'est-à-dire que ce qui est légal, c'est ce qui est décidé par la loi. Et si le législateur décide d'adopter cette disposition, elle est légale. Maintenant, elle peut ne pas être légitime, c'est-à-dire l'assentiment de la majorité du peuple et non conforme aux principes fondamentaux du droit. Donc, elle est probablement légale, mais elle n'est pas légitime. Mais je voudrais essayer de revenir à des choses aussi concrètes que cette question, parce que bon, les questions théoriques qui ont été agitées, évidemment, sont très intéressantes. Mais ce que nous allons essayer de comprendre, c'est pourquoi nous sommes dans cette situation-là actuellement. Pourquoi, en 2009, lorsque le pouvoir déclenche une procédure à peu près comparable à celle qu'il a déclenchée actuellement, c'est-à-dire qu'une propagande nous invite à aller nous faire vacciner contre la nouvelle grippe H1N1. Bon. Et pourquoi, à l'époque, seulement 8% des Français répondent à cette demande? C'est-à-dire que le gouvernement achète 90 millions de doses de vaccins et il y a seulement 8% de Français qui vont se faire vacciner. Pourquoi aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi le pouvoir se permet de mettre par terre les règles de l'état de droit? Tout simplement parce qu'il a 65% de l'opinion publique qui le suit. Et pourquoi 60% ou 65% de gens suivent le pouvoir? C'est ça la question. Quand Alexandre dit qu'il faut arriver à renverser ce process, il faut d'abord le comprendre. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'une mère qui aime son enfant va aller le faire vacciner? C'est ça la vraie question. Pourquoi un sportif en bonne santé, qui a 25 ans, pourquoi il va se faire vacciner? Il n'a aucune raison. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2009 et aujourd'hui pour obtenir ce renversement de l'opinion publique? Parce que vous pensez qu'en 2009, on n'aurait pas accepté, ce sportif de 25 ans n'aurait pas accepté le vaccin? Et non, personne n'a accepté, seulement 8% l'ont accepté en 2009. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais à l'époque, sur le H1N1, il n'y a pas eu... il n'y a pas eu beaucoup de morts, d'accord. Il n'y a pas eu tout le raptor aussi. Mais il y a eu quand même une grande propagande qui s'est déchaînée. Tout le monde appelait les gens à se faire vacciner et ça fait un flot terrible. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2009? Eh bien, ce qui s'est passé depuis 2009, c'est la chose suivante. Il y avait en France des minorités qui n'avaient pas de droits, qui ne bénéficiaient pas des mêmes droits que la majorité. Il y a eu une évolution, l'égalité des droits a été accordée à tout le monde. Il faut savoir que, par exemple, les homosexuels, c'était passible d'une peine de prison, c'était correctionnel quand on était homosexuel. Il faut savoir que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire ou de prendre un emploi, etc. etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu une bataille pour que toutes les minorités accèdent à l'égalité des droits. Cette égalité des droits, les minorités l'ont obtenue. Mais au sein de ces minorités, il y a une minorité au sein des minorités extrémistes qui a estimé que c'était à la majorité d'obéir à la minorité. Voilà le renversement qui s'est opéré. Par exemple, le problème blanc, le problème de l'occidental blanc. Bon. Eh bien, on considère qu'aujourd'hui, être un occidental blanc, c'est une tare. Un candidat aux élections présidentielles estime qu'on doit tous se créoliser, on doit tous se mélanger, on ne doit plus exister en tant que blanc. Donc comment on en est arrivé là? Simplement qu'il y a une dictature des ultra-minorités, c'est-à-dire au sein des minorités, il y a des éléments extrémistes
qui vont estimer qu'on doit s'aligner sur la minorité. La majorité doit obéir. La loi doit être faite en fonction des normes de la minorité. Par exemple, au niveau de l'éducation nationale, si la minorité des élèves qui a du mal à suivre, eh ben, on doit s'aligner sur eux. Et dans tout, quand vous prenez tous les groupes minoritaires, par exemple les LGBT, c'est vrai que ces gens-là ont souffert. On leur a donné l'égalité, on leur a dit il ne faut plus de discrimination, et maintenant au sein de ce mouvement, il y a des minorités qui disent il faut que toute la société fonctionne comme si elle était LGTB. Et c'est comme ça que par exemple, dans une école, on invite les enfants à se déguiser les petits garçons en filles, et les petites filles en petits garçons, etc. Et on autorise... Merci Charlotte. Non, mais je voudrais terminer, parce que tu sais que je donne la parole à Cyril, parce qu'on n'a pas entendu. Donc, si vous voulez, ce mécanisme qui fait que la majorité obéit à la dictature de l'ultra-minorité, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Quelle est la minorité aujourd'hui? Ce sont les malades qui sont en réa. C'est une toute petite minorité. Eh bien, le pouvoir utilise cette toute petite minorité pour établir sa politique. C'est le nombre d'admissions en réa qui va faire que le théâtre va fermer. Alors je suis désolé, je dois vous couper, voilà. Parce qu'on a la seconde table ronde qui arrive, et là les autres intervenants trépignent, et voilà, donc le timing est nous tracé, on a une demi-heure ou 3 quarts d'heure de retard en fait. Ouais. Mais c'était tellement passionnant. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à discuter avec Maître Toiti, il est présent, je crois être présent d'ailleurs les 2 jours. Voilà, il sera présent les 2 jours. Voilà, vous avez compris le principe. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup, cher Étienne Chouard, merci beaucoup, Cyril. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous donner la parole comme on le souhaitait. Malheureusement, nous sommes vraiment en retard sur timing et on me monte derrière en régie. Et je n'ai pas d'oreillette, donc je ne suis pas au courant. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Applaudissez-les. Et à la prochaine table ronde. Je vais pas coudre.